Salut, encore une bonne année 2025 à vous et à tous vos proches, et bienvenue sur Anacaland pour enfin la vidéo bilan série 2024, top flop des séries de cette année. La vidéo arrive avec plusieurs jours de retard car comme certains l'ont vu, j'ai eu un petit accident technique, une petite boulette. Et tout ça pendant la finalisation du montage de la vidéo film 2024, que d'ailleurs je vous invite à aller voir car vous êtes très peu nombreux à l'avoir vue. Je suis désolé, c'est vrai qu'elle est sortie avec un peu de retard, comme celle d'aujourd'hui, mais allez lui donner de la force, en plus je l'ai trouvé assez fun à tourner, donc merci d'avance. Car en effet, mon disque dur consacré à la chaîne a cramé, enfin disons qu'une personne que je ne nommerai pas l'a fait tomber. Et j'ai donc perdu absolument tout ce qui faisait de la chaîne ce qu'elle était. Que ce soit les assets After Effects utilisés, les templates, les sons, les captures vidéo et même mes anciennes vidéos. Et surtout, et le pire, tout ce que j'ai écrit, et notamment ce que j'avais pris de l'avance pour l'année 2025. Et même, et ça c'est presque le plus triste, toutes mes anciennes miniatures. Bref, ça fait mal mais c'est de ma faute, j'ai pas fait de backup, tous mes disques durs sont dédiés déjà à des clients ou d'autres projets. Donc, j'ai déconné. Mais bref, ça m'empêchera pas de continuer à faire des vidéos pour partager avec vous ma passion pour le cinéma, les séries et même les jeux vidéo. En gros, tout ce qui touche à la fiction, à l'imaginaire et aux bonnes histoires. Quand elles le sont, évidemment. Et donc, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai un petit quelque chose à vous demander. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous plaît, c'est toujours d'un énorme soutien pour la chaîne. Merci d'avance. Et dites-moi évidemment quelles sont vos séries top et flop de l'année. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé d'être un peu plus structuré, un peu moins chaotique que dans la précédente, qui certes était très drôle à tourner, mais c'était un peu le bordel. Notamment au niveau des tops que j'ai distribués, qui n'avaient pas vraiment de sens, mais c'était plus pour vous donner mon ressenti sur les films qui m'ont marqué. Je vais quand même continuer avec le concept des catégories, avec à l'intérieur toutes les séries qui m'ont marqué dans chacune d'elles. Et donc désolé, l'intro était peut-être un peu longue, mais fini de lambiner. C'est parti pour le cœur de la vidéo, les tops et les flops de l'année 2024. Et donc je vais commencer avec une catégorie des séries historiques, et à l'intérieur j'ai mis évidemment la magnifique série Shogun. Une série à la production presque parfaite, les décors, les costumes, la lumière, la réalisation, la mise en scène, même l'écriture, tout est honnêtement d'un niveau exceptionnel, de très très grande qualité. Les acteurs sont géniaux, l'histoire est vraiment cool, apparemment il y a même des rumeurs, ou alors ça a été confirmé, je sais plus, sur une saison 2. Donc voilà, meilleure série historique de l'année, tout simplement. On va pas s'étaler plus longtemps dessus parce que je suis sûr que ceux qui ont aimé auront un milliard d'arguments pour dire qu'elle était géniale, ceux qui n'ont pas aimé en auront peut-être un peu moins pour pas être d'accord avec moi, mais en gros voilà, Shogun, meilleure série historique de l'année et potentiellement une des meilleures séries de l'année tout court. Je passe ensuite à une autre catégorie dans laquelle j'ai mis aussi très peu de séries, j'en ai mis que deux, à savoir la catégorie fantasy dans laquelle j'ai mis House of the Dragon, évidemment, avec notamment sa saison 2, puisque c'est celle qui est sortie cette année, ainsi que sortie en début d'année Avatar, le dernier maître de l'air, donc l'adaptation du dessin animé de notre enfance, qui était extraordinaire, une des meilleures séries qu'on a pu avoir quand on était gosse, et donc une adaptation faite par Netflix que j'ai trouvée plutôt sympa, qui correspondait bien à l'ambiance du dessin animé, même si, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma critique, il y a quand même pas mal de trucs qui sont un peu too much, un peu kitsch, notamment au niveau des décors ou des costumes, même dans la mise en scène, dans le jeu d'acteur, des fois c'est un poil too much, et j'ai un peu du mal, certes, avec les personnages secondaires. J'ai trouvé que Katara et son frère, Sokka, je les ai trouvés fade, qui correspondait pas vraiment au personnage qu'on avait connu dans le dessin animé. Par exemple, Sokka c'est censé être un gros macho un peu débile. Là non, il est très respectueux, tout ça, bon, attends, j'arrête pas de le dire, mais on est en 2024, donc son personnage malheureusement ne peut plus exister tel quel, ou en tout cas dans l'esprit de certaines personnes, on ne peut plus faire exister des personnages tels qu'il a été écrit dans les années 2000, à l'époque de la série. Et Katara, à l'inverse, évidemment, elle devient un peu trop... comment dire ça sans vexer personne. Elle devient un peu trop moderne, voilà. Disons que dans le dessin animé, surtout dans la première saison, c'est vraiment une meuf un peu faible qui se réfère beaucoup, même si elle a beaucoup de caractère, ça y a aucun problème. Dès le début, elle a beaucoup de caractère, elle recadre par exemple son frère qui est tout le temps en train de faire des trucs débiles. Aang qui est un gamin, elle a tendance à être un peu maternelle avec lui, mais en termes de compétences et en termes de badassitude, c'est pas encore ça, ça vient au fur et à mesure, avec évidemment le meilleur passage de toute la série quand... Je ne spoil pas, donc je le dis pas, mais ceux qui ont vu le dessin animé, vous savez tous de quel moment je parle, quand elle découvre une nouvelle compétence, une nouvelle évolution entre guillemets à son pouvoir de maîtrise de l'eau. Donc voilà, même si la série était vraiment pas mal et que ça a beaucoup joué sur ma corde sensible de la nostalgie, comme pour beaucoup de monde, le point ira quand même à House of the Dragon. Je sais que la saison 2, elle a beaucoup fait parler, beaucoup de gens étaient pas contents, étaient pas satisfaits du rythme notamment. Moi j'en ai parlé presque à chaque semaine dans les reviews, et en fait oui, certes le rythme avance lentement, ça fera aussi écho à une autre série qu'on est en train de suivre en ce moment, à savoir Silo, mais j'en parle juste après dans la section science-fiction. Mais voilà, ça avance lentement, ça met énormément de choses en place, et en même temps
dans la première saison, certes il y avait des ellipses entre chaque épisode, donc chaque épisode était presque un film en lui-même, donc il se passait des choses. Là on est sur un rythme totalement différent, mais on reste sur la même énergie, la même ambiance, je trouve, que dans la première saison, où on posait énormément de choses avant d'arriver sur des climax épiques ou des moments juste ouf en termes d'émotion. L'entrée de Viserys dans la salle du trône, épisode 8 si je dis pas de bêtises, enfin genre voilà, meilleur truc de juste un gars qui marche dans une série ou un film, c'est presque un des meilleurs de l'histoire, donc voilà, tout, la musique, enfin bref. Et donc j'ai trouvé que la saison 2 reprenait vraiment cette énergie-là, cette ambiance. J'avais par exemple un peu du mal avec l'histoire sur Daemon qui je trouvais avançait très lentement. Le finish est vraiment cool, on a vraiment toute une construction autour de ça. En plus ça raccroche un peu les wagons avec Game of Thrones, faut voir après jusqu'où ils vont aller, que ça aille pas non plus un peu trop loin. En termes de production design, de réalisation, on est toujours sur voilà, HBO, hein, j'ai envie de dire, donc on est presque sur de la perfection à chaque fois. Les acteurs, il n'y a même pas besoin d'en parler, ils sont tous extraordinaires. Enfin voilà, j'ai même pas besoin d'en sortir un en particulier parce qu'ils sont tous vraiment très bons à leur niveau. Autant ceux qu'on adore détester parce qu'ils sont insupportables et qui sont très forts du coup dans leur personnage détestable, ou à l'inverse, une Rhaenyra qui est magistrale de bout en bout, que ce soit dans la douleur, la souffrance psychique, psychologique, jusqu'au moment où elle assume enfin un peu son pouvoir de reine. Voilà, bref. J'ai trouvé ça vraiment bien, donc là, à ce niveau-là, je vais donner encore une fois mon point à House of the Dragon, et de toute façon, je pense que chaque année où il y aura une série Game of Thrones-like, faite avec autant de soin au niveau de la production et de l'écriture, le point ira forcément chez eux, sauf... Grosse surprise, évidemment, je reste ouvert à une nouveauté, pourquoi pas, enfin avoir peut-être une franchise nouvelle dans le thème de la fantasy, parce que c'est vrai que cette année, que ce soit en film ou en série, il n'y a pas eu énormément de choses du côté de la fantasy. L'année prochaine, on va avoir droit à The Witcher, voilà, enfin The New Witcher, donc je suis pas convaincu que ça prendra une place très élevée dans le top, dans les classements, tout ça, mais voilà, après, espérons qu'il y ait des IP nouvelles. Et ce qui m'amène donc, évidemment, à celle où justement on a eu pas mal à manger cette année, donc j'en ai pas noté, je les ai pas toutes notées évidemment, j'en ai noté quelques-unes, c'est la catégorie science-fiction. Je passe très vite là-dessus, j'en ai déjà parlé dans la série, dans la vidéo sur les films Dune, la série The Prophecy, je sais pas quoi, je l'ai pas encore commencé puisque je n'ai toujours pas vu Dune 2. Ça y est, c'est prêt, je suis en train de bosser sur la vidéo déjà, j'ai vu Dune 1, je donnerai pas mon avis, Dune 2 va arriver là très rapidement et je vais essayer de vous faire un petit truc parce que bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Sinon, ensuite, dans les trucs vraiment intéressants, vraiment qui m'ont marqué cette année, il y en a deux qui viennent notamment même trois, allez, on va dire, qui viennent de chez Apple TV. Il y a Monarch, mais bon, j'en avais déjà un petit peu parlé, j'en ai beaucoup parlé l'année dernière, j'en ai même parlé dans ma vidéo film quand je parlais de Godzilla X Kong. Donc oui, Monarch, une série que j'ai trouvé très sympa, même si, comme pour tout le reste au niveau du Monsterverse, j'ai très peur de vers là où on va aller. La première saison était très concentrée autour de Godzilla, et là, clairement, la saison 2 semble partir plutôt sur Kong avec Skull Island, tout ça. Donc, à voir, même si je suis pas pour le fait que Kong devienne vraiment le personnage principal du Monsterverse. Voilà, mais pour ça, je vous renvoie vers mon analyse que j'avais sortie juste avant la série, pour vous faire une idée un peu de mon opinion là-dessus. Et donc les deux autres séries de Apple TV qui m'ont beaucoup marqué en science-fiction, c'est Constellation et Dark Matter. Elles sont sorties quasiment l'une après l'autre. Constellation, j'ai beaucoup aimé. Bon, Noomi Rapace, après, à chaque fois, je sais, je suis pas objectif quand il y a Noomi Rapace, mais j'ai trouvé que la construction de la série était vraiment pas mal. Elle a lancé énormément de petits mystères, de petites choses qu'on avait vraiment envie de comprendre, de décortiquer. J'ai notamment fait une vidéo analyse de fin de saison qui a plutôt plu, je pense, parce que j'ai eu pas mal de commentaires positifs sur la vidéo et même des gens qui proposaient leurs propres théories, tout ça, sauf que très vite après, on a appris que Constellation était annulée et qu'il n'y avait pas de deuxième saison, alors que pourtant c'était enfin une série originale basée sur rien, pas un livre, pas un tout ça, surtout que justement quand elle a été annoncée qu'elle était annulée, au même moment, on a eu une autre série qui parlait un peu de la même chose, le multivers, tout ça, qui elle est une adaptation d'un bouquin, qui est un bouquin de très grande qualité, mais c'est une adaptation, et elle, pour le coup, elle a mieux fonctionné et elle a été renouvelée pour une saison 2, à savoir Dark Matter. Dark Matter que j'ai aussi énormément apprécié, qui bénéficie d'une réalisation vraiment de très bonne qualité. Apple TV+, honnêtement, ils sont, certes ils produisent beaucoup moins que d'autres plateformes et tout, mais ils sont clairement au top du game avec HBO, et le pire c'est que même chez Apple TV, il y a peut-être encore moins de tentatives un peu dérangeantes, notamment au niveau politique ou tout ça, ou en tout cas quand c'est fait, c'est bien fait, même si HBO c'est souvent bien fait, mais des fois il y a des trucs qu'on se dit là
vous êtes allé un poil loin. Mais bon, bref. Et donc Dark Matter avec un concept vraiment ouf, basé sur le chat de Schrödinger hein, dans la boîte, soit il est vivant, soit il est pas vivant. Donc là c'est un peu, est-ce qu'il est, soit on est dans cet univers, soit on est entre les univers, hypothèse quantique, je sais plus exactement le bon terme, mais en gros on est dans une espèce d'instabilité quantique, et donc on peut changer d'univers et tout, le concept est vraiment cool, notamment sur tout ce qui touche à l'impact que peut avoir une décision, un choix, même les plus infimes, sur toute une vie. Et ça j'ai trouvé vraiment cool, ça le mettait bien en avant, même s'il y a encore matière de faire énormément de choses avec ça, même notamment avec les personnages secondaires qui se retrouvent, on va dire un peu exclus à la fin de la saison, j'en dirai pas plus non plus, comme dans la vidéo précédente, je veux pas spoiler pour les gens qui n'ont pas encore vu les séries dont je parle, mais en gros un concept vraiment sympa, on voit toutes les conséquences d'un choix, et au final c'est ça la vie, qu'on soit... peu importe qui on est, la vie est une question de choix, que ce soit en termes de politique, en termes de juste la vie, l'amour, les relations humaines qu'on tisse, tout ça, enfin tout est toujours une question de choix. Est-ce que je fais ce choix? Est-ce que je fais ce choix? Et chaque choix entame une variation plus ou moins importante dans nos vies. Et là, cette série le montre parfaitement, avec des acteurs de très grand talent qui incarnent vraiment bien leur personnage, une intrigue plutôt bien ficelée, en même temps c'est tiré d'un bouquin qui est lui-même excellent, donc c'est pas difficile d'aller vers de la qualité. Surtout quand on respecte justement l'œuvre originale. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que l'auteur est showrunner, ou au moins il est impliqué dans la série, donc rien que ça, comme à l'époque avec George R. R. Martin, ou même maintenant, justement dans House of Dragon où il est vraiment impliqué, on sent qu'il y a quand même un certain respect de l'œuvre originale et pas trop de modifications ou d'adaptations qui peuvent être dérangeantes. Ensuite, très rapidement, je veux parler du Problème à trois corps parce que ça a été un énorme succès apparemment en termes de chiffres sur Netflix, adaptation donc d'un bouquin chinois, là aussi, qui a été occidentalisé et en même temps wokisé. Donc, je sais qu'à chaque fois que je dis ce mot-là, les gens ils quittent la vidéo, mais c'est juste pour mettre des mots sur les choses, à savoir que il y a enfin voilà, on a blanchifié les personnages, on les a occidentalisés, mais en même temps on a féminisé plein de personnages, féminisé l'intrigue. Donc voilà, c'est vrai que par rapport aux Chinois, je comprends aussi le fait qu'ils n'ont pas forcément adoré cette adaptation occidentale, et que comme par hasard, juste après, ils ont lancé enfin il y en avait déjà une qui était disponible, mais ils ont relancé immédiatement après leur propre adaptation qui sera pour le coup, je pense, parfaitement respectueuse de l'œuvre. Donc pourquoi pas tenter de la regarder aussi quand elle sera disponible en entier. Ensuite, j'ai envie de revenir très rapidement, je les ai mises là parce que c'est de la science-fiction dans les faits, même si c'est plus un truc d'action-aventure, mais Citadel avec Diana et l'autre série Onibunny qui se passe donc en Inde, donc la série italienne et la série indienne qui font suite à la série américaine qui a lancé l'univers Citadel, qui était un four absolu, qui a coûté énormément d'argent pour lancer cette espèce d'univers connecté au niveau mondial avec des productions un peu partout dans le monde. Et c'était mauvais, j'en ai parlé, ça a coûté une fortune pour ce que c'était. Et là, honnêtement, les versions donc, européennes pour l'instant avec la version italienne Diana et la version indienne, le budget était bien moindre, et pourtant c'était mieux, c'était très loin d'être bien, je dirais même presque que Diana par exemple ça s'appelle Citadel Diana alors que ça aurait dû s'appeler Manticore Diana, mais bon ça c'est un autre sujet, mais c'était correct. Enfin, je trouve que vraiment comparé à l'autre série où c'était full effets spéciaux avec un casting qui a été pris juste pour le côté bankable et tout, parce que Priya dedans, ok, elle est très jolie et tout, il n'y a aucun souci, mais je l'ai trouvé un peu osef dans la série, et là on a des personnages qui sont quand même un peu plus caractérisés, on a un peu plus de background sur les personnages, on les comprend un peu mieux, donc la série a eu, je trouve, ces deux séries plutôt ont eu un peu plus d'impact, m'ont un peu plus touché parce que je comprenais les personnages alors que d'avoir juste deux archétypes badass. Là, en plus, même dans la toute première analyse, je crois, premier épisode ou deuxième épisode, quand j'ai fait la review du début de saison, déjà c'était cramé qu'il y allait avoir le twist avec l'histoire d'amnésie, tout ça, je vous passe les détails, mais voilà, enfin tout était facile et attendu, alors que là au moins il y a eu 2-3 petits suspens avec les histoires d'allégeance, trahison, tout ça, donc voilà. Plutôt pas mal. Et évidemment donc Silo sur lequel on a encore dessus, la saison n'est pas finie. De toute façon je pense pas qu'elle aura mon point, mon top à ce niveau là cette année malheureusement, parce que certes la série est toujours très sympa, on est quand même pas sur l'intensité, les pics, on n'est pas pris dedans autant que dans la première saison, donc mon point ira plutôt à Dark Matter,
qui clairement a un peu chamboulé le truc. J'ai trouvé que c'était une nouvelle approche vraiment très intéressante du multivers. On est très loin de ce qu'a pu nous imposer, entre guillemets, dans l'imaginaire collectif, très enfantin, très basique, alors que là on est vraiment sur un côté scientifique. On sent qu'il y a eu quand même des recherches pour que ça colle avec la réalité, la vérité scientifique, on va dire, actuelle au niveau des théories scientifiques. Donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un travail très intéressant fait là-dessus, même si j'aurais aimé donner mon point à Constellation, mais vu qu'on n'aura jamais de suite, c'est juste au final une frustration absolue de pas savoir un peu le dénouement de tout ça. Et le flop, là, ça va être même presque trop facile de deviner, c'est tout simplement The Acolyte. Donc oui, ça y est, enfin, je parle d'une série Star Wars Disney sur la chaîne. Donc Star Wars The Acolyte qui a été une grosse esbrouffe. Tout le monde avait énormément d'espoir posé dessus, même si moi ça faisait très longtemps que j'avais lâché les séries Star Wars et compagnie, j'ai laissé sa chance à cette série. Premier épisode, deuxième épisode, je sais plus, ils en ont sorti un ou deux la première semaine. C'était ok. Plus, même on disait bah pourquoi pas, ils vont peut-être faire un truc pas dégueu et tout, et au final c'est parti en n'importe quoi, ça a coûté une fortune, 200 millions de dollars, donc le prix je crois de la saison 2 de House of the Dragon, sauf qu'on est sur des épisodes de 30 minutes qui puent du cul, qui sont mauvais. On a vite fait les chorégraphies un peu au sabre laser qui sont un peu sympas, on a un ou deux personnages qui sortent un peu du lot, notamment Kimir. On a eu un teasing de ouf à la fin. Bon, Yoda, on s'en foutait, on savait qu'il serait dans le coin vu qu'il a 4000 ans, non, 900 ans en vrai. Mais par contre, Dark Plagueis qui apparaît, c'était enfin l'occasion de développer ce personnage là aussi. Mais non, il n'y aura pas de saison 2, et au final, tant mieux, parce qu'il faut arrêter de balancer du fric pour ça. En plus, ça nous a été vendu sur des arguments qui étaient totalement fallacieux, du genre l'argument principal, c'est « Oh, la showrunneuse, c'est une femme. » Ok, mais est-ce qu'elle a du talent? Est-ce qu'elle a déjà fait des trucs bien avant? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait, ou est-ce qu'elle est juste là parce que c'est une femme? Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de « Oh, machin est une femme, oh, tel développeur de jeux vidéo est transsexuel, donc forcément ce sera bien. » Ouais, non. Ou alors c'est que vraiment il y a un truc qui a changé et pas forcément bien, parce que si aujourd'hui il suffit de faire partie d'une minorité pour être talentueux, bah alors moi je veux bien appartenir à toutes les minorités, hein, parce que là au final moi je suis un homme blanc, 6. Qu'est-ce qui se passe? Je suis condamné, quoi. J'aurai jamais de boulot, j'aurai jamais de ma chance, j'aurai jamais... voilà, donc bref. Rien que sur le principe, il mérite le flop ultime de l'année. Et si aussi, très rapidement, dans la catégorie SF, j'ai oublié une autre série qui, pour moi, serait presque un flop, on va dire, subjectif. Parce que The Acolyte, c'est clairement un flop objectif, mais là, cette série-là, j'ai presque envie de la mettre en flop subjectif parce qu'elle m'a déçu, notamment sur certains détails que j'ai trouvé abusés, à savoir, et ça me fait vraiment mal de le dire, Doctor Who, la nouvelle série, le soft reboot de Doctor Who. Certes, les acteurs, les personnages sont super, même ceux que j'ai pu critiquer, comme par exemple le personnage du Maestro, par exemple, que j'ai pu critiquer dans son écriture, mais qui dans son jeu, dans l'antagoniste qu'il représente, était ouf. C'était peut-être l'un des meilleurs de la série, contrairement à l'antagoniste final qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, que j'ai trouvé un peu moyen. Mais bon, pareil, je vous renvoie sur mes reviews si ça vous intéresse. On a même eu l'épisode de Noël cette année qui était sympa, sans plus, mais après, encore une fois, moi je suis pas client des épisodes de Noël, donc pourquoi pas. Et qui en plus, pour le coup, alors que la saison, je l'ai trouvé ultra woke, pour le coup, là, on peut pas me l'enlever. Il y a un agenda, on sent l'agenda politique, que ce soit Disney ou pas Disney, mais peu importe, on sent qu'il y a un agenda politique, et même si RTD faisait déjà un peu sa sauce à l'époque, mais de manière vachement plus subtile dans l'écriture, parce que justement, il devait jongler entre les dirigeants de la BBC, la politique anglaise un peu rétrograde encore à l'époque et tout, et il réussissait à jongler et à faire une écriture de qualité qui introduisait des personnages LGBT, des personnages bleus, des personnages tout ce qu'on veut, et il y avait toujours un message derrière d'acceptation, de ok c'est comme ça, genre le docteur pour lui c'était même pas un sujet. L'homosexualité, le fait d'être queer ou pas, c'était même pas un sujet. Même par exemple dans les premières saisons, quand on le voyait avec Jack Harkness, on sentait clairement qu'il se passait des trucs, ou en tout cas qu'il y avait des vibes. Mais à aucun moment on nous a dit oh là là, alors moi je suis bisexuel, donc j'aime bien coucher avec les garçons et avec les filles de temps en temps, ça dépend de mon humeur et du pied duquel je me suis levé le matin. Non, on s'en fout. Alors que là dans cette saison on nous a sorti le mot lesbienne 10 fois, on nous a sorti, ça c'est le pire truc, ça m'a saoulé, le mot Yel qui sort au bout de 2 minutes d'un épisode de nulle part, hein, juste le personnage il voit, enfin le gars il voit apparaître le maestro, il fait oh mais qui est-il, non qui est-elle, enfin bref, c'est bon quoi. Au bout d'un moment il faut arrêter le forcing. Et à l'inverse, j'en ai même parlé du coup dans ma rapide review de l'épisode de Noël,
Là, on nous parle de christianisme, on nous parle de Jésus, on nous parle de Bethléem. Du coup, j'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. Mais donc, du coup, enfin voilà, cette série, je l'aime. J'aime Doctor Who, c'est dans mon ADN maintenant, c'est fini. Mais malgré tout, j'ai été très déçu par cette saison 1. Et je pense, honnêtement, avec tout ce qui se passe récemment sur Disney, et même avec par exemple la prochaine série Pixar qui va sortir, où ils ont, j'aime pas ce mot-là, mais déwokisé, déreprésenté un personnage notamment, voilà, on dirait qu'ils ont compris et que peut-être ils vont faire un petit peu marche arrière ou en tout cas tout simplement juste revenir à quelque chose de cohérent tout simplement. Déception de l'année, mais ça ne mérite pas un flop réellement quand on est objectif. Donc voilà, flop 2024 pour les séries de science-fiction, The Acolyte, top, Dark Matter. À voir absolument sur Apple TV+, donc franchement foncez, cette série est vraiment très sympa, si vous êtes évidemment client du style, parce qu'on est vraiment sur de la science-fiction thriller, on n'est pas sur de la science-fiction action-aventure ou quoi, on est vraiment sur du côté thriller, un peu sombre, très sombre par moment, science-fiction, donc à voir. Et ensuite, je passe à une section qui est la section adaptation, et là, l'avantage c'est que sur les 4 séries que j'ai sélectionnées, il n'y en a qu'une où j'ai fait les jeux, donc je vais commencer par celle-là qui est aussi, comme par hasard, mon flop, à savoir la série d'animation Tomb Raider sur Netflix qui était vraiment, j'en mets un dernier, nulle, mauvaise. Honnêtement, je me rappelle même plus de l'intrigue. Je me rappelle vaguement que j'étais content de retrouver les personnages que j'avais découverts dans la trilogie, la dernière trilogie des jeux vidéo, puisque je l'avais personnellement bien apprécié. Et là, j'ai trouvé ça mauvais. Déjà, l'histoire était pas folle, vraiment pas folle. Et en plus, bon, déjà, il y a l'histoire des chara-design, ça, je peux même pas en parler parce que, évidemment, c'était un scandale. Lara Croft qui est devenue un espèce de Jason Momoa bis, on va se calmer. Hein. Ok, elle fait des dingueries, mais depuis quand on a besoin d'avoir, dans un jeu vidéo, on a besoin d'avoir le corps qui correspond aux prouesses qu'on fait, parce que sinon, au final, on va avoir que des Dwayne Johnson dans tous les jeux vidéo. Et encore, Dwayne Johnson, il fait pas la moitié de ce que font les personnages de jeux vidéo, hein, ne serait-ce une Tomb Raider, enfin une Lara Croft, ou même un Nathan Drake. Nathan Drake, en vérité, il faudrait que ce soit un champion de Ninja Warrior, donc on va aussi se calmer là-dessus. Et donc, série très mauvaise, en plus même au niveau de l'animation et tout, sans parler des chara-design en eux-mêmes, c'était juste ok, c'était pas plus joli que ça, c'était osef en fait, donc clairement ce sera pour moi le flop au niveau des adaptations de l'année. Ensuite, l'avantage c'est que les 3 autres séries dont je vais parler, j'ai pas fait les jeux vidéo. On m'a même dit quand j'ai fait la review de une de ces 3 séries que ça servait à rien et que ma série était, c'était quoi le mot, obsolète, parce que je n'avais pas joué aux jeux vidéo. Donc je savais pas, j'étais pas au courant, dites-moi en commentaire si c'est le cas, mais j'étais pas au courant qu'il fallait absolument avoir fait un jeu vidéo ou même par exemple, si on va plus loin, lire un bouquin pour pouvoir apprécier une série ou un film qui en est l'adaptation. Je croyais que justement c'était le but de faire découvrir l'univers à des gens qui ne le connaissaient pas par le jeu vidéo pour relancer les ventes et en même temps recréer un peu d'engouement autour de cet univers. Je savais pas, du coup voilà, ma review était apparemment obsolète, mais ça n'empêche que j'ai quand même bien apprécié cette série, à savoir Fallout. Mais vite fait, avant je veux parler de Like a Dragon, Yakuza, qui pour le coup, je me faisais beaucoup d'espoir dessus parce que j'ai toujours entendu énormément de bien sur ce jeu-là, en particulier de la série Yakuza, qui apparemment est très bien écrit, très bien réalisé, même au niveau du gameplay, on s'éclate et tout. Et là, la série, je l'ai regardée et en fait, au bout d'un épisode et demi ou 2 épisodes, je sais plus, j'ai un peu lâché l'affaire, je regardais ça, enfin j'écoutais ça un peu du coin de l'oreille et en fait je bossais sur d'autres trucs, ça m'a pas happé, donc clairement je peux pas lui donner mon point. Et ensuite là où ça risque de faire un peu polémique, c'est Arcane. Arcane saison 1 qui était ouf, la saison 2 qui est évidemment toujours aussi ouf en termes de technique, en termes de réalisation, mais en termes d'écriture et de rythme, honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petits manquements. Par exemple, ce fait de découper les sorties 3 par 3, la plupart du temps, quand je relançais l'épisode, quand les 3 nouveaux épisodes de la semaine étaient sortis, il me fallait un moment pour me dire, attends, il s'est passé quoi la semaine dernière, on en était où, qu'est-ce que quoi, où était tel personnage, enfin voilà, notamment quand on voit redébarquer des personnages qui ont disparu pendant 2-3 épisodes, on se dit, attends, ils étaient où, qu'est-ce que quoi, voilà, donc c'était un peu fouillis. Et même en termes de réal, certes c'était ouf, c'était trop, enfin c'était vraiment du kiff, on en prenait plein les yeux, plein les oreilles, c'était génial, mais il y avait quand même beaucoup de moments où c'était, on sentait que c'était juste pour flexer, genre on est les meilleurs, et on va quand même vous le montrer, à chaque épisode on vous fait un petit passage où ça flex tellement que vous pouvez pas dire qu'on est des mauvais, et c'est clair qu'ils sont brillants, mais des fois c'est vrai que ça casse un peu le rythme. J'ai beaucoup par exemple apprécié moi les petits morceaux très clipesques qu'il y avait en début d'épisode notamment, où, parce que narrativement ils permettaient de faire vraiment avancer le schmilblick, avancer le récit, en 2-3 minutes on avait toute une évolution par exemple, notamment sur la partie où, avec Vi qui a évolué, on voit toute son évolution quand elle se bat, quand elle change ses cheveux, enfin, bref, machin, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment pas mal, même si on avait vraiment l'impression d'être dans des clips promotionnels de League of Legends.
Je joue pas à League of Legends, mais j'ai déjà vu ces clips-là, donc je sais plus ou moins, voilà. Mais c'était un peu ça, voilà, c'était un peu entre deux énergies, à la fois tellement brillant que c'en était ouf, scotché, et en même temps des petits trucs de là il manque un peu de rythme, ou là ça manque un peu de continuité, ça manque un peu de voilà. Donc c'était pas parfait la saison 2, même si c'était quand même extraordinaire. Je pense qu'il y a, de toute façon, comme tout le monde le sait aujourd'hui, il y avait beaucoup de teasing pour des spin-offs, puisque c'est prévu apparemment qu'ils vont faire vraiment de nombreux spin-offs autour des personnages qui n'ont pas été forcément amenés jusqu'au bout de leur intrigue, au bout de leur développement. Donc clairement, là, il y a de quoi faire. Et donc, j'en reviens à celle que j'ai fait alors qu'elle était obsolète, et qui pourtant est mon adaptation de l'année, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la série, et je connaissais l'univers, mais sans y avoir joué de un peu loin. Et honnêtement, j'ai vraiment été pris dedans. J'ai trouvé que, pareil, la réalisation avait beaucoup d'honnêteté, enfin, c'était vraiment bon délire. C'était même un peu taré par moment, mais je sais que ça fait partie de l'énergie du jeu vidéo, donc il n'y a aucun souci. Au contraire, je prends, plus c'est fou, mieux c'est apparemment dans cet univers. Les acteurs sont vraiment très bons, on a pas mal de twists, on a pas mal de... Donc j'ai vraiment aimé Fallout. Donc Fallout sera mon top pour les adaptations de cette année, avec donc Tomb Raider en flop, évidemment, parce que c'était nul et que je sais même plus si j'ai vu le dernier épisode. C'est vous dire. Voilà, et donc on y est presque. Oui, comme je vous dis, j'ai essayé d'aller un peu plus vite cette année, enfin sur cette vidéo là. Donc on y est presque, il me reste plus que 3 petites catégories. La première, on va aller très très vite, c'est la catégorie des drames. Dedans j'ai mis la série culte, série française sur la création de l'émission Love Story, qui honnêtement est un banger. Pour un truc français, j'en regarde pas énormément, surtout dans ce style-là, télé-réalité et tout, mais c'était vraiment bien. On a vraiment un respect pour ceux qui ont vécu cette époque-là. Moi j'étais gamin, mais je me rappelle quand même un petit peu et tout. Ça nous ramène des trucs. J'ai même de mon cerveau, il y a des noms qu'on popé de genre mais lui c'est machin. D'où tu sors ça? D'où tu te rappelles du nom des candidats de Love Story? Et bien en fait si, parce que c'est tellement un truc culturel, pop culturel qui est entré dans les mœurs au début des années 2000 que en fait si, c'est toujours dans mon cerveau, en tout cas pour la plupart. Avec même quelques anecdotes. Voilà. Ensuite, il y a la série que j'ai beaucoup appréciée, c'était assez drôle, très funky, très british. C'est la série Rivals sur Disney+, du coup, disponible, avec évidemment, notamment David Tennant, qui est voilà, un acteur de cœur pour moi, et une série plutôt fun, vraiment cool, avec plein de situations un peu rocambolesques, un peu burlesques. On a des histoires de cul, on a des histoires de trahison, des histoires de pognon, des histoires de noblesse, de machin, de trucs, et c'est ultra british. Et bon, après personnellement, je suis très client de l'humour british, les productions BBC, même avant Doctor Who, genre des Sherlock, tout ça, même des trucs un peu plus confidentiels. Donc voilà, très client de l'humour british et un peu trash de Rivals. Et donc je pense, j'hésite honnêtement entre les deux pour mon top. Honnêtement, je pense que j'arriverai pas forcément à les départager, parce que c'est vraiment des styles très différents. On a Culte qui est vraiment dans le concret, dans le réel, dans presque le pathos, et presque un documentaire. En fait, c'est presque un docu-fiction, alors que Rivals est purement une fiction, mais on s'éclate, c'est très drôle, et en même temps il y a des moments où on se dit mais non, mais si, enfin voilà, on est pris dedans, je trouve, même si c'est pas du tout mon style en général de regarder ce genre de série. Alors qu'en vrai, je dis ça, j'ai regardé tous les épisodes de Desperate Housewives, j'ai regardé tous les épisodes de toutes ces séries-là, je suis un gros client, un gros Yankee même, je dirais, de Grey's Anatomy, enfin voilà, donc en même temps, je suis pas forcément réfractaire à ce genre de production, mais voilà, sur les drames, honnêtement, ces deux-là, je saurais pas forcément les départager, je dirais qu'elles se valent vraiment toutes les deux en termes de qualité, donc ce sera un co-top. Et oui, si, évidemment, j'ai oublié la pépite des pépites de cette année, même si la série est pas sortie cette année, c'est la 2e saison qui est arrivée seulement cette année, mais je l'ai découvert avec cette 2e saison, c'est tout simplement la série Shrinking, elle aussi sur Apple TV+. Une série assez dingue, qui est classée en drame, mais qui est presque plus une comédie qu'un drame, même si on est très axé sur l'humain, un sujet que je vais aborder juste après avec le flop. Vous verrez que c'est un sujet qui a tendance peut-être même à me trigger un peu parfois. Et donc une série où on suit Jason Segel de How I Met Your Mother, Marshall, qui joue le rôle d'un psychologue qui a perdu sa femme il y a un an et qui est dans le fond du fond de la dépression, de l'autodestruction, de tout ça, et qui est entouré donc de ses collègues, qui est entouré de sa fille, de ses voisins, de plusieurs personnes comme ça, et on a toutes ces relations qui se créent. On a vraiment une véritable sensibilité, une véritable écriture au niveau de ce qui peut être la psychologie des personnages. En même temps, ils sont psy, donc c'est génial parce que justement ils mettent même des mots sur des pathologies, sur des troubles
On a même aussi des interactions avec leurs patients et tout. Enfin bref, une série que j'ai trouvée génialissime, presque d'intérêt public, comme ce que j'avais pu dire à l'époque sur les premières saisons de Sex Education, où il y avait vraiment une connaissance, une méconnaissance plutôt à combattre, et que la série faisait très bien ce taf. Et bien là, c'est un peu pareil sur tout ce qui peut être les troubles, la dépression, le déni, l'autodestruction, l'autosabotage, les relations humaines tout simplement. Et en plus, révélation de cette série, c'est que personnellement, par exemple, je suis pas un ultime fan, je sais, il y en a qui vont s'énerver, mais je suis pas un ultra fan de Harrison Ford. Ok, j'aime bien la plupart de ses films, mais c'est pas lui en lui-même dont je suis ultra fan. Et bien là, dans cette série, j'ai trouvé que c'était le meilleur rôle qu'il avait pu faire de sa vie. J'ai découvert un Harrison Ford comme je l'avais jamais vu. Il est drôle, il est vaniteux, il est grincheux. Harrison Ford comme vous ne l'avez jamais vu. J'ai pas pu non plus en faire de vidéo, j'ai pas eu le temps par rapport à cette saison 2. En même temps, ça s'est terminé le jour de Noël, donc on n'avait que ça à faire le jour de Noël. Mais vraiment, presque je regrette de ne pas en avoir parlé. J'en parlerai peut-être plus tard parce que vraiment, il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette série. Un truc vraiment feel good, avec des super vibes. Personnellement, j'attendais tous les mercredis que ça sorte pour le regarder avec impatience parce que c'était vraiment super génial. La saison 1, je l'ai dévorée d'une seule traite. En même temps, les épisodes sont pas très longs, ils durent 25 minutes. 20-25 minutes, donc clairement en une soirée on peut se torcher la première saison si on n'est pas un gros dormeur comme moi. Donc clairement une série que j'ai ultra kiffé, que je trouve hyper importante dans la démarche qu'elle amène. En plus les acteurs, les personnages sont vraiment cool, il y en a aucun qui tombe réellement dans le cliché. On a évidemment de la diversité, on a une actrice, un personnage noir, on a même plusieurs personnages noirs, on a des personnages gays, on a des personnages féminins, on a de tout. On a des meufs badass, on a avec des coronesses, on a des gars qui sont des locks, on a des histoires d'adultes en plus, donc ça c'est bien. On a même l'ado au milieu, mais on a des histoires voilà, toujours vraiment axées plutôt sur un public clairement à destination des adultes, mais je trouve que la série elle vaut vraiment le détour et surtout elle permet voilà, une espèce d'ouverture d'esprit sur certaines pathologies, sur certains soucis que peuvent avoir les gens. Et je trouve que c'est des sujets qui sont pas suffisamment discutés, ou en tout cas trop souvent de manière superficielle. Donc voilà, vraiment la pépite de l'année en termes de tout ce qui peut être drame-comédie, on va dire. Même si les deux autres étaient vraiment très bien et qu'elle m'était sortie de l'esprit, alors que pas du tout, surtout j'ai vu le dernier épisode il y a 2 semaines, enfin il y a 1 semaine et demie. Donc voilà, mais vraiment à voir. Mais par contre, au niveau du flop, là c'est même plus qu'un flop, c'est vraiment presque je suis en colère que cette série ait aussi bien marché et qu'elle ait eu autant de succès, parce que c'est presque pas une bonne chose pour au niveau sociétal, au niveau humain des spectateurs. C'est Mon Petit Reine sur Netflix. Alors la série est très fun, elle est très sympa, enfin fun, je m'entends, elle est bien réalisée, le rythme est cool, franchement on a envie à chaque fois de voir l'épisode suivant, sauf que c'est vraiment la démonstration de tout ce qu'il faut pas faire en termes d'être humain. C'est vraiment les pires comportements humains qui sont justifiés, qui sont presque tolérés, acceptés, même si on nous présente le personnage comme étant une méchante harceleuse et lui c'est une pauvre victime, sauf que lui il fait tous les mauvais choix, il fait tout ce qu'il faut pas faire quand on est dans ce genre de situation, et elle à l'inverse, elle est la représentation parfaite de la personne toxique, envahissante, perverse narcissique, enfin tous les mots toutes les étiquettes qu'il faut fuir absolument dans la vraie vie. Les gens pervers, manipulateurs, toxiques qui vous font vous remettre en question alors que vous n'avez rien fait, qui exigent de vous des choses qui ne sont incapables de vous en donner la moitié. C'est non, c'est non, c'est non. Vous rayez ces gens de votre vie. Vous finirez toujours par le payer, et si jamais vous vous en rendez même pas compte que vous le payez, c'est qu'en fait vous le payez tellement cher que c'est fini pour vous. Donc vous fuyez les gens comme ça. Et je trouve que cette série, elle a trop mis le côté fun justement de ce genre de comportement, et c'est inadmissible. Même si j'entends, et en même temps c'est aussi un bon moyen de montrer aux gens qui sont pas forcément au courant, parce que tout le monde n'a pas forcément la sensibilité ou tout simplement les clés pour comprendre ce qu'est un pervers narcissique, mais c'est vraiment une catégorie de personnes, et là oui, sur ce niveau-là, je suis raciste, parce qu'en vérité, c'est même pas une question de race, c'est une sous-race de débiles, et qu'ils soient bleus, verts, jaunes, noirs, vieux, hommes, femmes, trans, xylophones, peu importe, enfin bref, ces gens-là, il faut les fuir, tout simplement. On est toujours à dire, on va laisser une 2e chance, une 3e chance, une 4e chance, une 12e chance, et à la fin, c'est nous. On se détruit nous pour donner des chances aux autres, alors qu'ils les méritent absolument pas, et que dès que vous avez, vous, un problème ou quoi que ce soit, et que vous demandez à ces personnes un coup de main, il n'y a plus personne. Donc je suis désolé, j'ai fait une digression, mais là, cette série m'avait vraiment énervé quand je l'ai vue, on me l'avait conseillé, plein de gens me l'ont conseillé, il faut que tu regardes cette série, elle est trop bien, elle est trop bien, elle est trop bien. Et quand je l'ai regardée, mais tous les gens qui m'ont dit ça, je leur ai dit, mais est-ce que vous avez juste
conscience que oui, la série est pas mal, mais que tout ce qu'on vous a montré dedans, c'est absolument l'inverse de ce qu'il faut faire. Ah ouais, mais non, on comprend que... Non, il n'y a rien à comprendre. C'est comme ça. Lui, le pauvre, j'ai presque envie de dire, parce que justement, il n'a pas les clés, il n'a pas fui au bon moment et il s'est fait avoir. Mais elle, absolument pas. Il faut pas lui trouver d'excuses. Surtout l'autre personnage qui est encore pire, dont fait la rencontre à un moment dans le passé, dans un des flashbacks. Donc là, on est sur le summum de la raclure du fond des chiottes de l'humanité. Donc voilà. Donc cette série, malgré le fait qu'elle était plutôt pas mal en termes de réal, d'écriture, de tout ce qu'on veut, ce sera le flop de l'année parce qu'elle m'a mis en colère. Voilà. Je suis désolé, je suis un peu parti en live, mais là c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et voilà. Donc flop de drame de l'année. Ensuite, on passe très rapidement, parce que là pareil, j'ai pas mal de choses à dire, mais ça va aller vite, sur la catégorie animation. Donc on en revient à Tomb Raider qui était un flop, donc voilà, vous pouvez déjà la mettre en flop au niveau des séries d'animation. Ensuite, Arcane, dont j'ai déjà parlé aussi, qui était brillante, extraordinaire, super génial, trop bien de la mort qui tue, génial, génial, génial. Je sais pas quoi vous dire de plus, sauf quelques petits détails qui sont malheureusement voilà, c'est la limite en fait d'une adaptation aussi d'un univers aussi important, aussi ancré, c'est qu'il y a forcément un moment où les gens qui n'ont pas forcément toutes les clés de l'univers ou quoi que ce soit vont être un peu frustrés, je pense. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça a été votre cas un petit peu et je remets pas du tout en question la qualité technique, graphique, encore une fois. Ensuite, très rapidement, du côté des séries d'animation japonaises, on a eu 2 sorties cette année qui étaient vraiment intéressante, même si pas du tout au même niveau, je trouve. La première, évidemment, hein, en tant que gamin qui a grandi dans les années 90, Dragon Ball Daima, hein, puisque Dragon Ball, c'est la vie. Je pique la ref à ceux qui reconnaîtront. Et c'est sympa, l'animation est cool, mais on retrouve quelques petites vibes du Dragon Ball de l'époque, tout ça, sauf que ça reste très frustrant, là je sais plus, on est à 11 épisodes, 12 épisodes, il serait temps que les choses avancent vraiment à un rythme un peu plus sympa, mais bon, c'était juste pour le mentionner, car surtout la pépite, je trouve, de cette année, en termes d'animation japonaise, de mon point de vue, c'était Dandadan. Autant sur son animation qui est vraiment sympa, son générique qui est extraordinaire, à chaque fois que je passe dessus sur YouTube, je peux pas m'empêcher de cliquer dessus, parce que ça donne des good vibes, ça donne même presque envie de danser dessus, ça donne une super énergie, et la série en elle-même, elle est ouf. L'écriture est vraiment sympa, les personnages sont très, pareil, à nouveau très caractérisés, on comprend leurs interactions assez rapidement, il n'y a pas besoin de faire des épisodes à rallonge pour expliquer, pour faire du ouin-ouin ou quoi, on a des épisodes qui sont très émouvants, et puis d'un coup on repasse sur un épisode épique, puis, enfin voilà, le rythme est vraiment cool, chaque semaine on sait pas trop sur quoi on va tomber, puisque évidemment je n'ai pas lu ce manga-là, j'ai pas le temps de tout lire non plus. Mais vraiment sympa, on a même eu au tout premier épisode, je crois, une polémique débile sur oh là là, elle est en culotte, nanani, nanana, mais en même temps, voilà, c'est comme ça, l'auteur l'a décidé de l'écrire comme ça, c'est cohérent avec le lore par rapport à ce qu'il a voulu faire avec les personnages des aliens et tout, donc c'est bon, il faut arrêter avec les polémiques, et encore je trouve que cette année on n'en a pas eu tant que ça, nous de notre point de vue sur le côté film-série, on en a eu évidemment plein, mais pas trop hardcore là honnêtement, cette année ce qui a été le plus choquant c'est au niveau des jeux vidéo, les polémiques, c'est devenu du n'importe quoi, mais en fait c'est juste je pense le retard, un film il faut 2-3 ans pour le faire, un jeu vidéo il faut 5-6 ans, voire plus sur certains, donc forcément en fait là on paye maintenant la facture des décisions qui ont été prises il y a 5 ans ou plus, de même que dans les films on a payé cette facture là, on a eu l'impact de ça déjà il y a 1, 2 voire même 3 ans où on avait vraiment du forcing de ouf, donc en fait les jeux vidéo vont devoir à nouveau prendre un peu de retard pour remettre les choses en ordre, j'espère en tout cas, si on part pas dans des trucs complètement n'importe quoi au niveau de toutes ces polémiques. Encore une fois, je le redis, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, il y aura forcément un moment où je vais vous donner mon avis clair là-dessus, parce que je sais qu'il y en a qui sont triggers, par exemple là j'ai un drapeau français et un drapeau LGBT qui a 15 ans, juste je vous rassure là-dessus, c'est un drapeau que j'ai depuis plus d'une quinzaine d'années, mais voilà, je sais qu'il y en a qui sont triggers avec ça, et puis un coup on me traite de facho dans une vidéo, un coup on me traite de gaucho, extrémisto, woko, débilos, donc pour l'instant faites-vous vos avis, faites-vous vos opinions, mais il y aura forcément un jour où je mettrai les choses au clair là-dessus. À la base, c'était pas prévu, j'avais pas envie forcément de donner mes opinions personnelles dans les avis, mais forcément, il y a forcément des moments où ça vient sur le tapis. Mais bon,
Bref, et donc je dirais que le point, j'ai envie de le donner à une série qui est sortie il y a pas longtemps, je sais même pas si elle est déjà finie parce qu'il y a des épisodes qui sortent par vague, je crois que j'ai pas encore tout fini de regarder, mais déjà le peu que j'en ai vu, enfin plus de la moitié facile, j'ai trouvé ça vraiment sympa, notamment au niveau de la démarche. Donc déjà on a une animation de ouf, et puis le nom surtout c'est Secret Level, une série d'anthologie qui reprend, chaque épisode reprend un univers de jeux vidéo ou plusieurs qui sont mixés et combinés pour faire un mini court métrage en fait. Et j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment de très très bonne qualité, les jeux vidéo, les animations sont très bonnes, les univers, les rendus, même au niveau du son, il y a vraiment un travail ultra soigné qui est fait sur cette série. Mais surtout, là où je trouve qu'elle mérite que je lui donne mon point dans cette catégorie cette année, c'est que même en prenant des... Bon, par exemple, on a eu un épisode sur Pac-Man qui est ultra dark. Pourquoi, comment, enfin, genre, qui a eu l'idée de faire ça? C'est très bien, ça marche et tout. Parce que Pac-Man au final c'est un peu difficile je pense à adapter et tout, et là ils ont réussi à en faire un truc vraiment cool, mais là où vraiment la prouesse, au-delà de faire revivre des vieilles franchises comme par exemple Sifu, j'avais beaucoup aimé ces jeux vidéo, et là le petit court je l'ai trouvé vraiment intense, il est vraiment court pour le coup, celui-là il dure 6-7 minutes, il était vraiment intense, l'ADA était top et tout, ça aussi c'est trop bien de pouvoir changer de DA entre chaque épisode, machin, bref. Mais c'est surtout que même quand ils prennent un jeu vidéo de tir, un FPS, un TPS ou quoi que ce soit, un jeu où le seul concept c'est tuer les autres pour gagner, ils réussissent malgré tout à donner une petite intensité scénaristique, une petite profondeur au niveau du message, et je trouve que c'est vraiment pas mal pour les gens qui justement sont encore dans leur tête à penser que les jeux vidéo rendent violents, que les jeux vidéo c'est à cause de ça, que la délinquance, tout ça, les émeutes ou j'en sais rien. Et là, on nous prouve que malgré le fait que le but d'un jeu c'est forcément de tirer et tuer les méchants ou tuer les ennemis pour survivre, et bien malgré tout on peut y amener de la profondeur, on peut y amener un côté réellement cinématographique au niveau du récit, au niveau de la narration, au niveau de son rythme, comme par exemple, je me souviens plus le nom, mais où c'est pareil un jeu de tir où on voit deux équipes qui s'affrontent dans un monde réaliste et tout, hein. Il y a genre une équipe de sécurité, une espèce d'équipe d'intervention, genre le SWAT ou quoi, mais on sait pas jusqu'à la fin de l'épisode, qui d'ailleurs s'appelle les gentils et les méchants, ou les bons et les méchants, quelque chose comme ça, où en gros tout du long on sait pas quel groupe est les gentils, quel groupe est les méchants, on a juste deux groupes qui veulent survivre, qui ont un objectif à atteindre, une mission à atteindre, et qui s'affrontent, et jusqu'à la fin on ne sait pas, on n'a aucune idée de savoir qui sont les gentils et qui sont les méchants, et même quand l'épisode se termine et qu'on a plus ou moins cette réponse, malgré tout, on peut pas se faire une opinion. On a par exemple un personnage qui s'apprête à en tuer un autre et l'autre lui dit dans sa radio « on n'est pas les méchants, on n'est pas comme eux ». Et dans les deux camps ça arrive. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant à la fois de faire revivre donc, des univers qu'on n'avait pas forcément vus ou revus depuis très longtemps. Et c'est toujours un plaisir. Même Space Marine, enfin, voilà, l'épisode sur Warhammer 40 000, j'ai adoré. Mais il y a vraiment voilà, un fond qui a été amené, c'est pas juste pour flexer en termes d'animation ou pour faire du fanservice, au contraire j'ai vraiment l'impression qu'il y a moyen que des gens découvrent la série avec des univers qu'ils ne connaissent pas, et à l'inverse ça va les intéresser à l'univers, comme a pu faire par exemple la série Fallout qui a relancé la hype autour des jeux Fallout 4 normalement je crois, ou Fallout 76, je sais plus lequel a été revendu de ouf après la série, mais voilà. Et je trouve que cette série elle a vraiment une vocation à démocratiser le jeu vidéo et à peut-être changer un peu les états d'esprit sur les jeux vidéo. Et donc j'en arrive à la dernière catégorie qui est celle que j'ai clairement préférée cette année, et j'arrête pas de le dire à chaque fois que je parle d'une de ces séries, qu'ils sont trop forts, qu'ils font tout mieux que nous aujourd'hui en 2024, et que c'est pas prêt de s'arranger, à savoir les séries coréennes, les K-dramas. Bon, il y en a plein dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, donc pareil je vais aller très vite, si jamais vous voulez un avis plus constructif, avec ou même sans spoil, je vous invite à aller voir mes vidéos. On a La Créature de Kyongsong qui est sortie, donc la première saison, je triche un peu, mais elle est sortie après mon top de l'an dernier, donc ça compte quand même. Elle est sortie fin décembre 2023, et on a eu la saison 2 qui est sortie immédiatement après, un peu comme pour l'histoire de Squid Game cette année, dans l'été ou en septembre, je me rappelle plus, mais en gros voilà, en milieu d'année à peu près, où on a eu donc 2 saisons très très grande qualité. La première était vraiment géniale, j'ai vraiment adoré la première. La deuxième un peu plus compliquée parce qu'il y a pas mal de changements, notamment au niveau du rythme et de l'ambiance générale, qui font que j'ai pas forcément retrouvé ce que j'ai adoré dans la première saison, mais l'histoire en elle-même, les personnages, tout ça c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte pour le coup d'avoir la 3e saison. Je sais pas si la 3e sera la dernière, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de connaître la suite et le dénouement de cette série qui est vraiment génial. Ensuite Hellbound avec la saison 2 pareil qui est sortie cette année, il y a pas si longtemps, j'ai fait notamment une
analyse de la saison 1 pour se préparer à la saison 2 et une analyse de la saison 2 parce que pareil c'est une série avec énormément de fond, de sous-texte. On pourrait même je pense en faire facile une deuxième voire une troisième vidéo si vraiment on voulait s'attarder sur d'autres détails encore plus pointus, encore plus intéressant au final, peut-être à faire pour la saison 3, qui sait. Une série qui déjà à l'époque de la saison 1 m'avait mindfucké, je dis ça des fois mais voilà, vraiment, je me rappelle j'avais regardé les premiers épisodes dans le train. J'allais sur un événement, je me rappelle plus, mais j'avais 3-4 heures de train pour aller en convention, pour bosser. Et j'ai regardé, du coup, la série venait de sortir, j'ai regardé 1 ou 2 épisodes dans le train. J'étais scotché, j'étais scotché. Dès que je suis rentré, j'ai recommencé la série au début parce que j'étais pas sûr d'avoir tout compris, tellement, voilà. Et j'avais trouvé la première saison vraiment, de par son côté manque de réponse et vraiment toujours dans le côté croyance et pas vraiment dans le concret comme dans la saison 2 où on a eu de la politique qui s'est insérée et tout ça et même des réponses. J'ai trouvé vraiment la saison 1 ouf, vraiment elle m'avait un peu scotché quoi. Ensuite, alors là je vais en parler très très vite parce qu'au final c'est un peu osef même si elle valait quand même le détour pour les fans du genre, c'était Parasite, The Grey, adaptation aussi d'un manga mais avec une histoire différente de juste une adaptation copier-coller de celle du manga, donc ça c'était plutôt cool. L'histoire en elle-même était sympa, je suis pas convaincu que je vais sauter sur la saison 2 s'il y a une saison 2, je sais même pas, mais c'était intéressant donc oui. Et ensuite par contre il y a deux, avant de parler évidemment de la série de l'année à ce niveau là, il y en a deux qui m'ont interpellé, que j'ai beaucoup aimé aussi, même si justement il y en a une qui sent un peu la redite, mais qui a réussi à trouver quelque chose de différent, c'est The 8 Show, qui est, en disant très rapidement, un Squid Game bis, alors que en vrai pas du tout, le concept est certes similaire mais très différent, où là on a vraiment une autre vision de l'échelle sociale, de la compréhension en fait de la hiérarchie dans une société, tout ça, avec toujours ce côté les jeux, un peu les jeux de la reine, tout ça, avec la soif de cruauté de l'humanité, et surtout sous le couvert de l'anonymat, tout ça. Donc vraiment une série très sympa. Si vous l'avez pas encore vue et que vous voulez patienter avant la sortie de la saison 3 de Squid Game, je vous la conseille vraiment. Vous allez retrouver certaines vibes tout en étant sur un récit malgré tout différent. Donc je vous la conseille aussi. Et ensuite par contre il y en a une qui n'a rien à voir en termes de style, mais qui est aussi un K-drama et que j'ai trouvé vraiment perturbant et très bien une fois que la série était finie, c'est Les Silences de la forêt. Alors déjà en termes de narration, on est sur quelque chose de vraiment coréen, j'ai presque envie de dire, de très doux, de très poétique, avec notamment une voix off qui commence chaque épisode par quasiment avec la même phrase et tout, mais à chaque épisode, la phrase qui est la même change presque de sens, ou on en comprend de nouveaux sens à cette phrase parce que tout ce qui se passe dans ce qui se passe. Et le pire ou pas, hein, parce qu'au final c'est ce qui a fait que j'avais envie à chaque fois d'en savoir plus, c'est que on comprend à peu près où la série veut nous emmener à l'épisode 5 ou peut-être 6 sur 8. On a vraiment eu les premiers 2 tiers quasiment de la série où on voit des interactions de personnages avec des flashbacks ou pas, on sait pas trop. Et il se passe des trucs, des dingueries, des trucs trop bizarres, et on sait pas trop où va nous amener la série. Ça nous fait monter une tension, on est clairement sur un espèce de thriller ultra coloré, donc c'est encore une fois, on mixe des ambiances et on a des propos ultra sombres, ultra profonds, très malaisant parfois, et avec des décors magnifiques, somptueux, une superbe jolie maison au milieu de la forêt en Corée, tout vert, avec un lac, avec tout ci, avec tout ça, avec des gens parfois solaires, parfois beaucoup moins solaires. Donc vraiment une série intéressante aussi que je vous conseille si vous êtes client un peu du côté film de mystère, thriller, très lent, très narratif, très contemplatif. Vraiment une série à voir. Mais donc, évidemment, la meilleure série coréenne pour moi cette année, c'était évidemment la saison 2 de Squid Game qui vient tout juste de sortir. Alors est-ce que c'est parce que ça vient de sortir et que je suis encore à fond dedans, même si clairement la créature de Kyung-sung pour moi est vraiment à peine en dessous, avec Hellbound pareil à nouveau, enfin c'est vraiment le top 3 au niveau des séries, mais encore une fois on est sur quelque chose de beaucoup plus confidentiel sur la créature de Kyung-sung. Il suffit de voir par exemple les stats des vidéos que j'ai fait. Hellbound et la créature de Kyung-sung, on a vraiment des gens qui aiment les K-dramas qui sont allés la voir, alors que Squid Game c'est vraiment une série qui parle au monde entier. C'est le meilleur succès, à l'époque c'était déjà le meilleur succès de Netflix, là apparemment c'est le meilleur démarrage de Netflix
all time. Donc voilà, donc saison 2 de Squid Game vraiment intéressante. J'ai fait notamment une analyse parce que j'ai vraiment eu plein de petites choses qui m'ont interpellé, notamment sur la construction des jeux, avec la psychologie qu'il peut y avoir derrière, avec juste quelques changements en termes d'ordre au niveau des jeux. Enfin bref, voilà. On a pareil l'évolution de Ji-Hoon qui est hyper intéressante à suivre, notamment dans les 2 premiers épisodes, qui fait ensuite le parallèle avec le personnage du maître du jeu. Il y a vraiment énormément de choses très intéressantes. Au niveau des théories, j'y suis vraiment allé très vite parce que j'avais pas envie de m'étaler. J'étais vraiment plus concentré sur la partie analyse, qui j'espère vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. La vidéo marche un peu, enfin à mon niveau je trouve qu'elle marche et du coup ça fait très plaisir, même si tout le monde en parle. YouTube là, c'est depuis une semaine, on peut pas allumer YouTube sans voir 10 vidéos sur Squid Game. Je suis donc très heureux, encore merci à vous d'avoir donné autant de force à la vidéo, j'espère que ça continuera comme ça et pour les prochaines également. Donc évidemment, série coréenne de l'année, je dirais Squid Game. Même si on a attendu très longtemps et que là je suis très content que la saison 3 arrive bientôt. Ensuite on a Créature de Kyongsong et Hellbound qui sont vraiment juste derrière, mais qui elles du coup s'adressent peut-être moins au très grand public parce qu'on est sur quelque chose de plus fantastique, presque horreur, et même historique sur la première saison de la Créature de Kyongsong qui était géniale, je le redis. Donc voilà, si vous avez déjà vu Squid Game, eh bien allez voir ces 2 autres séries là parce qu'elles sont vraiment très sympas. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les séries qui m'ont marqué cette année. Encore merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma sélection ainsi que votre top flop personnel. Et à présent, comme annoncé en début de vidéo, j'ai un petit quelque chose à vous demander, ou en tout cas à vous annoncer. Comme je vous le disais, j'ai perdu cette semaine toutes les données relatives à la chaîne, et c'est plutôt un coup dur, surtout que ça risque d'engendrer dans un premier temps un retard sur la production des vidéos. Et ça, pour le coup, c'est relou. Et donc aussi en parallèle un investissement plus important en termes de temps. Et donc malheureusement, étant entrepreneur indépendant, ça engendrera aussi forcément une perte de revenus, ou en tout cas une stagnation des revenus. Bref, je voulais pas vraiment en arriver là, surtout à mon niveau, mais avec en plus la démonétisation de plusieurs de mes vidéos ces derniers temps, j'aimerais vous demander, ou plutôt vous proposer, si c'est possible bien sûr, et si vous le pouvez bien évidemment, si ça vous semble justifié de faire un geste. Ça fait longtemps qu'on me conseille d'ouvrir un Tipeee, ou même d'ouvrir les souscriptions sur la chaîne, ce qui apparemment est déjà le cas, j'ai pas trop compris. Donc voilà, si vous le pouvez, n'hésitez pas à mettre un petit tip, ça fait vraiment très plaisir et ça aiderait vraiment au développement de la chaîne, peut-être déjà à racheter un nouveau disque dur ou peut-être 2 pour faire une backup cette fois. Et surtout, ça permettrait à terme de réaliser plein de nouveaux projets pour la chaîne, faire des feats ou même des reportages, c'est vraiment un truc que j'aime énormément de tourner des reportages sur des sujets aussi divers que variés, donc au final, sky is the limit, hein, n'est-ce pas? Mais bref, évidemment, tous les tipeurs seront remerciés à chaque fois en fin de vidéo. J'essaierai aussi de faire du contenu exclusif ou au moins temporairement pour les gens qui le pourront. Dès que, bien sûr, évidemment, j'aurai repris le workflow en main et que j'aurai repris un rythme de production correct et cohérent pour pouvoir aussi en plus faire du contenu. Mais voilà, donc merci 1000 fois. Pour ceux qui le pourront, encore une fois, je vous force à rien, c'est vraiment si vous le pouvez, si vous sentez que voilà, ça vous fait plaisir, ben, ça me fera extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas, parce que j'avoue que c'est assez dur de vous demander ça, surtout comme je le disais, à mon petit niveau, voilà, j'espère que vous le prendrez pas mal, et si vous pouvez pas, il n'y a aucun souci, j'espère toujours vous régaler avec mes vidéos, ou pas, hein, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas trop forcément mon contenu selon certaines positions que je peux prendre, notamment sur des films qui sont qualifiés de chef-d'œuvre ou pas, n'est-ce pas? Je vous renvoie au gros succès de l'année. Et dans tous les cas, le simple fait que vous regardiez les vidéos, que vous mettiez un petit commentaire de temps en temps, un like, ou même que vous les partagiez, c'est le meilleur soutien que vous pouvez donner à la chaîne. Il n'est même pas question d'argent, c'est vraiment juste une question de peut-être votre temps, un peu de votre temps, un peu de, allez, un petit clic. Je sais que des fois c'est difficile, moi-même le premier j'ai du mal à aller appuyer sur le bouton, mais voilà, un petit like, un petit commentaire juste pour dire que la vidéo vous plaît ou pas, ou donner votre avis, n'hésitez pas. Enfin voilà, vraiment on va continuer, surtout que comme je le disais dans la vidéo précédente sur les films, j'ai vraiment pour résolution cette année, j'aimerais vraiment réussir à plus m'engager au niveau des réseaux sociaux auprès de vous pour créer peut-être plus de proximité, qu'on puisse discuter de tout et de rien. Le projet de FAQ sur la chaîne est toujours me trotte vraiment toujours dans la tête, donc restez à l'affût, je vais probablement faire 2-3 posts pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et donc voilà, l'année 2025, quoi qu'il en soit, va être une dinguerie, j'en suis sûr. Donc voilà, encore merci et je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye!